Bon, je voudrais saluer ce soir quand même le courage de tous les IPC1 qui acceptent de passer 3 ans de leur vie à faire de la philo. C'est quand même... Oui, bah oui. C'est quand même courageux. Attends, c'est quand tu dis que tu fais de la philo, les mecs ils disent « Ah bon d'accord, bah, tu fais de la philo. Mais ça sert à quoi exactement ton truc? Tu veux finir à la NPE, c'est ça ?» Bon, et en plus, les philosophes font pas une très bonne image dans la conscience populaire. C'est vrai qu'il y en a qui sont quand même un petit peu atteints. Les mecs qui te font... vous savez, la mouitude, sorte de propriété fondamentale du néant, incarnée par cet animal flasque qu'est l'hippopotame, sorte de paradigme même de toute mouitude. J'ai envie de dire, mais arrête ton délire, mon gars, tu nous fais quoi là? C'est n'importe quoi. Alors moi j'ai un principe très simple. Si tu ne comprends plus toi-même ce que tu dis, arrête la philo. C'est pas bon. Non, alors déjà, le philosophe a une mauvaise image dans la conscience populaire. En plus, c'est dangereux la philo maintenant, de faire de la philo. Attends, moi, la dernière fois, je me suis fait flasher. J'ai pensé trop vite. 150 € d'amende immédiatement. C'est un truc de fou, faut faire gaffe. Alors c'est pour ça, parfois, il faut penser à se reconvertir. Bon, alors j'ai réfléchi un peu à quel boulot on pouvait faire après la philo. Et personnellement, il y a un métier qui m'a toujours étonné, interloqué, c'est l'œnologie. Tu connais ça? C'est quoi ce truc? Tu te bourres la gueule toute la journée, t'es payé pour ça. C'est quoi ce plan? Bon, ensuite, il y a... tu peux devenir acteur aussi. Il y a pas mal de philosophes acteurs, ou d'acteurs philosophes. Jean-Claude Van Damme, par exemple, tu connais? Il est excellent. Alors, ma citation préférée est la suivante. Jean-Claude Van Damme: moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je suis pas un idiot. La pomme, ça peut pas être mauvais, c'est plein de pectine. Très bien. Alors, vous commenterez ce texte, n'est-ce pas? En dégageant les enjeux philosophiques. Non, mais faites gaffe, parce que acteur et philosophe, ça fait des mélanges un peu explosifs. Et alors après, qu'est-ce que vous avez d'autre comme métier? Comment? Policier? Ah non, ça on peut pas, ça. Non, 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 non. Non, 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 on est surqualifié. Attends, ils nous accepteront pas, hein. En plus, t'imagines, un policier IPC1 qui adapterait la loi aux circonstances. Le commissaire, il pète un câble, hein. C'est terminé. Non, 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 ça c'est pas possible. Et ce qui est bien après l'IPC, essaye de te synchroniser avec les autres, toi, parce que tu ris toute seule, mais c'est pas bon. En plus, c'est marrant, parfois les rires des gens sont plus drôles que les blagues des comiques, t'as remarqué? C'est excellent. Alors, ce qui est super après l'IPC, c'est que tu peux en fait faire tout ce que tu veux, et en fait, si tu regardes bien, tu as des anciens de l'IPC dans tous les domaines. J'ai appris hier qu'il y avait même des anciens de l'IPC dans le sport de haut niveau. Patrick Gabarou, je crois il s'appelle, et le mec, il était numéro 1 mondial, enfin même européen, pardon, d'alpinisme. Il a ouvert des voies dans le Mont Blanc, le mec, un IPC1. C'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'IPC1 dans le sport de haut niveau. Démonstration avec ce sketch, un match de football joué par des philosophes et commenté par des philosophes. Salut, ça va toi? Bien? Ok, super. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, alors on est parti. Houston, Houston, on m'entend? Ok, c'est parti. Alors, on passe dans 3 secondes à l'écran. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, top! Bonsoir, bonsoir! Nous sommes ici en direct, n'est-ce pas, pour cette finale de la Coupe du Monde de football des philosophes. Pour commenter ce match, mon collègue Nelson Monfoot, hein, ici présent, et ainsi que votre humble serviteur Jean-Baptiste Botul. Alors, cette finale va se dérouler dans ce stade olympique d'Athènes, surnommé la Caverne. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le feu du soleil qui brille au-dessus de nous, dessinant sur la pelouse un magnifique jeu d'ombre et de lumière, déchaînant les débats les plus animés parmi les spectateurs, enchaînés par cette vision merveilleuse. Sur le fronton du stade, on peut lire que nul n'entre ici s'il n'est foutosophe, étymologiquement sage du pied. Alors,
Les deux équipes qui vont s'affronter aujourd'hui sont, bien sûr, l'Allemagne et la Grèce. Alors, je vous rappelle qu'en demi-finale, l'Allemagne a battu l'Angleterre, hein, qui avait opté pour une tactique empiriste et pragmatiste, hein, attendant tout simplement que le ballon leur tombe dans les pieds. Bon. Hume a d'ailleurs persuadé ses coéquipiers que leurs pieds n'étaient pas cause du mouvement du ballon, ce qui les a rendus totalement amorphes. Bon. De toute façon, le but anglais était très mal défendu. Hein. Adam Smith, espérant qu'une main invisible suffirait à arrêter les buts. Bon. Il s'est visiblement trompé, entraînant son équipe dans une crise sans précédent. Hein. Une crise dans les finances de son équipe qui avait spéculé sur une victoire de l'Angleterre en finale. Et oui, tout à fait. Mais dans l'autre demi-finale, hein, dans l'équipe de France, qui elle est sponsorisée par Zadig et Voltaire, évidemment, l'équipe de France, elle était opposée à la Grèce et a malheureusement vécu un match catastrophique. Sartre, le gardien français, surnommé à juste titre les mains sales, a dû être évacué au début du match pour cause de nausées, hein, le pauvre, bah oui. Descartes, lui, doutant de la réalité de ses coéquipiers, a fait fi du jeu d'équipe et a joué beaucoup trop perso, malheureusement. Pascal, lui, a participé tant bien que mal au divertissement, mais on dit dans les couloirs qu'il aurait parié sur une autre équipe. Rousseau, hein, l'ami Jean-Jacques toujours, a trahi la France en acceptant un contrat plus alléchant dans l'équipe suisse. Et le reste de l'équipe française était en grève. Bien sûr. Bien sûr. Oui, ça arrive. Et personne, lui, a vainement essayé de faire durer le match au-delà du temps imparti, mais cela n'a pas suffi et la France a donc été éliminée. Eh oui, mais bon, pour cette finale, la composition des équipes est la suivante. Alors l'Allemagne avec Leibniz, Kahn, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Dilthey, Wittgenstein, hein, et l'équipe la plus solide, la plus disciplinée, dirigée par son entraîneur Martin Luther. On déplore tout de même l'absence dans cette équipe d'Allemagne du docteur Freud, hein, dont la rencontre avec Oedipe dans les tribunes a été, dit-on, assez pulsionnelle. Et oui, tout à fait. C'était assez pulsionnel. Ah, mais excusez-moi, voilà que les arbitres entrent sur le terrain. Donc l'arbitre principal, Confucius, vêtu d'une toge orange, est accompagné de ses deux acolytes, hein, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, comme d'habitude. Certains se sont plaints du caractère un peu élitiste, hein, de Saint Augustin, qui confessait avant le match que tout était déjà joué. Et que l'Allemagne était prédestinée à la défaite. Hein. Alors que Saint Thomas, lui, privilégie beaucoup plus l'indétermination du choix volontaire de chacun, c'est évident. Et d'ailleurs, figurez-vous que Saint Thomas d'Aquin a affirmé qu'un ange pouvait arriver en cours de match et changer le cours du jeu. Et regardez d'ailleurs, les arbitres sont suivis des mascottes de chaque équipe. Pour l'Allemagne, c'est le Dasein. Oui, le Dasein qui est métaphorisé par une horloge. Hein. On ne sait jamais, mais le Dasein devrait permettre à l'équipe d'Allemagne de gagner un peu de temps sur le terrain. Et la Grèce, elle, est tout simplement représentée par Hélène, une fille comme les autres, suivie par les garçons de son équipe. Alors les équipes sont en place, l'arbitre règle son sablier, et c'est parti. Ah oui, oui. Alors je vous informe qu'aucune équipe dans cette Coupe du Monde n'a pour l'instant compris, hein, qu'il fallait diriger la petite sphère de cuir vers les filets tendus autour du rectangle métallique. Hein. Donc le ballon n'a encore été touché par personne malheureusement. Nous assistons plutôt à une sorte de grande question disputée, les philosophes se passant les idées plutôt que le ballon. Donc vous assistez, mesdames et messieurs, à une sorte d'évolution des idées. Bon, évolution qui me fait penser d'ailleurs à l'étrange comportement en quart de finale de l'attaquant anglais Darwin, Charlie le magicien, comme on le nomme ici, qui essayait vainement de faire évoluer le ballon en être vivant, afin qu'il se meuve par lui-même. Voilà. Hélas, le hasard a fait que Darwin s'est très mal adapté à la tactique de son entraîneur. Darwin n'a donc pas été sélectionné pour la demi-finale. Excusez-moi, mais je vous interromps juste pour vous signaler que du côté du public, là, nous avons la joie d'accueillir un petit groupe de stoïciens venus supporter l'équipe de Grèce, hein, alors que nous pensions qu'ils s'étaient abstenus du voyage. Mais le destin en a voulu autrement.
Ils sont accompagnés d'ailleurs d'un petit groupe d'épicuriens qui sont venus, je cite, prendre du plaisir. D'ailleurs, nous pouvons saluer un autre petit groupe de supporters, hein, l'IPC, je sais pas. Ils sont venus, eux, soutenir l'équipe grecque. Oui, ils sont assez nombreux ce soir, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils clament sans cesse le bisou, le bisou, le bisou. Oui, je sais pas, apparemment ils désirent que l'attaquant Aristote embrasse l'arbitre Saint Thomas. Ah d'accord. On ne sait pas pourquoi, ils sont un peu bizarres, hein, mais bon, on va pas chercher à comprendre. Alors, le public a-t-il des raisons d'espérer pouvoir assister à un véritable match de football? On ne sait... Oh là 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 là, nous venons d'éprouver un frisson. Hippocrate s'est approché du ballon, on a pensé qu'il allait commencer à jouer. Mais non, il l'a simplement ausculté, affirmant que ce n'était pas un être vivant, au grand désespoir d'Aristote, qui l'avait pourtant vu remuer plusieurs fois. Oui, mais ça y est, Confucius siffle la première mi-temps, alors nous allons rapidement retrouver notre envoyé spécial sur le terrain, Géraldine Lecoq, hein, qui va tenter d'interviewer en grec ou en allemand les joueurs à la sortie du terrain. C'est à vous, Géraldine. Oui, alors cette mi-temps a tout de même été assez mouvementée et notamment perturbée par l'intrusion sur le terrain de Diogène qui courait tout nu, arborant le drapeau de la Grèce. Face à cela, Auguste Comte, responsable de la sécurité, est resté positif. Alors, j'ai face à moi le jeune attaquant Heidegger. Dites-moi, Martin, pouvez-vous me décrire cette première mi-temps en faisant abstraction de votre vécu intérieur subjectif, s'il vous plaît? Jawohl, genau, das sein. Oui, alors Martin me dit donc que l'important c'est d'être là et que seul le temps déciderait de l'issue du match. J'ai également interrogé dans les vestiaires le joueur français Descartes qui s'est généreusement proposé pour être le médecin du match. Il pense les blessés et suit le match à la télévision assis sur son poil. Il me disait qu'en demi-finale, face à la Grèce, il avait tout misé sur l'inertie des joueurs adverses. Mais il se rend compte petit à petit que la seule solution possible est de museler l'attaquant redoutable qu'est Aristote. D'accord, merci Géraldine. Alors, je me permets, pendant cette mi-temps, de faire une courte publicité, n'est-ce pas, pour mon dernier ouvrage, Abrutissement et néantisation. Voilà. Et je vous invite cordialement à rejoindre le mouvement que j'ai cofondé avec mon ami Nelson, n'est-ce pas, le mouvement vers rien. Voilà. Alors, nous reprenons ce match, les joueurs sont de retour sur le terrain, le score est encore vide. Mais on espère voir de l'action pendant cette deuxième mi-temps. Pour information, Friedrich Nietzsche vient d'écoper d'un carton, car il a accusé Confucius de n'avoir aucun libre arbitre. Ce sur quoi Confucius a répondu du tac au tac, toi, avoir jaune. Suite à ce carton, Nietzsche est devenu fou furieux. Et ça y est, la deuxième mi-temps est lancée, ça s'anime du côté grec, Archimède hurle l'Eureka, il tape dans la balle. Oui, il a enfin compris le principe du football, ce sera lui le premier moteur de ce match. Thalès récupère la balle, il court vers les buts, la défense adverse ne bouge pas, et zut, Thalès tombe dans un puits, un trou, pardon, il ne l'avait pas vu, trop concentré sur le ballon, mais ce n'est pas fini. Pythagore récupère la balle à nouveau, il s'approche du but, il repasse à Thalès qui tire en diagonale, et non! Quel dommage, ça passe largement au-dessus. Tout est haut avec Thalès. Du côté allemand, j'aperçois Karl Marx là, qui s'échauffe sur la ligne de touche. Apparemment, un changement se prépare dans le camp teuton. L'entraîneur Martin Luther a donc opté pour une attaque à outrance, hein, la révolution permanente. À quelques minutes du coup de sifflet final. Ah, ça y est, Marx entre. Voyons s'il va donner du punch à l'attaque allemande. Ah, il court dans tous les sens, et il s'effondre. Quel dommage, visiblement son capital d'agressivité n'a pas suffi pour déstabiliser la domination des Grecs. Mais à 5 minutes de la fin, il n'y a toujours pas de but. Comment départager ces deux équipes? Ah, tiens, voilà que Kant soudain tacle son propre coéquipier, Wolf, et le piétine en le traitant de dogmatique. Non mais c'est incroyable, regardez, l'arbitre intervient et ne faisant que son devoir, il donne un carton rouge à Kant qui doit sortir du terrain critiqué par tout le public. Bah oui. Suite à cette expulsion, le match s'en va du côté grec. Archimède pour Socrate, une de Pythagore, Socrate passe à Parménide, qui se met en mouvement. Parménide est face totalement égale, Parménide est un peu court, passe au second poteau, Démocrite centre sur la tête de Socrate, c'est le but. Le gardien allemand
enfant n'a rien pu faire. Il se console en se disant que c'était sans doute ce qui pouvait lui arriver de meilleur. Hein, mais bon, l'équipe d'Allemagne n'accepte pas ce but. L'entraîneur allemand, Martin Luther, proteste. Hegel, affirmant que la réalité n'est que contradiction, prétend que les Verdants sont les vainqueurs. Marx affirme que la lutte était inégale. Nietzsche crie au hors-jeu en disant que l'attaquant était par-delà des défenseurs. Mais, Confucius, l'arbitre, reste impassible et il siffle la fin du match. C'est terminé, le petit groupe de supporters de l'IPC envahit le terrain pour acclamer ses héros. Socrate la torpille. Il acclame ses héros. Socrate la torpille, comme on l'aime ici, a marqué. Il est fou de joie et cherche son daimon, mais ne le trouve pas. Platon en transe, regardez, Platon est en transe, il saute au cou de son maître et il l'embrasse sur la bouche. Ah mais oh, ça va pas, ils sont au vestiaire déjà. Ah. Non, il y Ah. a des enfants qui regardent, arrêtez. Coupez, cachez cette scène que je ne saurais voir. Coupez l'image, c'est terminé, c'est terminé.